Qu'est-ce que tu veux le plus savoir? Quelle question voudrais-tu le plus poser sur la façon de cultiver plus de nourriture plus facilement et avec plus de succès? Nous avons organisé un concours pour faire gagner des places à une journée de formation ici. Je n'aurais jamais imaginé autant de questions fantastiques. C'est une vraie joie de les voir, de sentir leur curiosité et leur envie de cultiver plus de nourriture plus facilement. Donc nous avons en fait une analyse des questions, ce qui est vraiment fascinant aussi. Le compostage représente 30 des questions. La soif de connaissance sur ce sujet est immense. Jardinage sans labour, principes et philosophie. Culture et planification des légumes, 20%. Puis arrosage et santé du sol, 10%. Gestion ravageurs et maladies, 8%. Défis des débutants et état d'esprit, 7%. Et optimisation du rendement des variétés pour la conservation des semences, 5%. Tous d'excellents sujets. Cette vidéo présente, selon moi, les sujets les plus intéressants, offrant, je l'espère, une grande valeur dans mes réponses à beaucoup. Il y en a environ 8 ou 9 en tout. Le premier que j'ai ici sur le téléphone, c'est de Robert Martin sur YouTube. Et il demande « Quel groupe de cultures devriez-vous cultiver ensemble pour qu'elles se complètent ?» As-tu déjà expérimenté cela? Quels résultats as-tu observé? Oui, j'ai beaucoup expérimenté, Robert. Et voici l'un des résultats après des décennies à essayer différentes associations de plantation. C'est intéressant que tu utilises le mot « devrait ». Je n'utilise pas souvent ce mot car je préfère garder l'esprit ouvert et explorer les possibilités. Ce sont en quelque sorte des lignes directrices sur ce que tu peux faire. Nous divisons ce jardin en blocs d'1 mètre carré et cultivons environ 12 combinaisons toute l'année. C'est toujours en train de changer parce que les cultures se terminent, tu fais une deuxième plantation. Et je dirais qu'en règle générale, une réponse très simple à ta question est que toute plante qui peut coexister paisiblement à côté d'une autre plante, sans entrer en conflit pour l'humidité et les besoins en lumière, convient. En fait, c'est pratiquement n'importe quelle plante que tu peux cultiver près d'une autre plante. Est-ce que ça te paraît fou quand tu vois ces longues listes de plantes compagnes? Au fil des années, j'ai constaté les résultats ici. Les courgettes sont des plantes très gourmandes. Elles poussent près des fraises, mais ce n'est pas important, car quand les courgettes démarrent en été, les fraises sont déjà finies. C'est donc surtout une question de timing. Il y a beaucoup à apprendre, mais je ne veux pas que cela semble trop difficile et vous décourage. Essayez simplement et voyez ce qui fonctionne, comme avec les concombres. Là-bas, ils ont besoin de place, mais pas juste après la plantation. Ils étaient alors à l'ombre des fraises et de quelques pois au loin. Maintenant, les pois sont partis. Ils ont désormais beaucoup d'espace. Les fraises repoussent d'après récolte. Ces grandes tomates. Je pense qu'on s'inquiète souvent de l'ombre, vous savez, est-ce que ça compte vraiment? Il y a des betteraves, vous pouvez les voir, très proches d'elles. C'est peut-être grâce aux betteraves qui sont très tolérantes et coexistent bien avec des plantes plus hautes. On peut donc récolter beaucoup en les plantant serrées. Vérifiez les espacements. Les légumes peuvent souvent être plantés plus rapprochés que ce que suggèrent les sachets de graines. Je ne les suivrai pas trop strictement, ça aussi, on peut généralement planter beaucoup plus serré. Il y a tellement de possibilités à ce niveau-là, et en fait, c'est bénéfique d'avoir des combinaisons de plantes. On parle de polyculture. La culture associée consiste à cultiver des plantes spécifiques ensemble. Les œillets d'Inde nain français, comme ceux-ci, sont d'excellentes plantes compagnes. Ce n'est peut-être pas un terme technique, mais ils attirent les insectes et embellissent la parcelle, ce qui est toujours positif. Testez diverses combinaisons, vous serez agréablement surpris. Ron, sur Instagram, a demandé « Pour augmenter l'abondance dans le jardin, quels sont vos 3 meilleurs conseils pour améliorer l'énergie, qui soit simple et peu coûteux ?» Que voulons-nous dire par énergie? Bon, j'ai écrit un livre à ce sujet, Nouvelles énergies pour le jardinage, qui contient beaucoup d'idées sur la création de conditions où la croissance peut être plus forte, plus rapide, plus saine, parce qu'on attire des énergies du cosmos, de l'univers qui nous entoure, magnétique, électrique.
On appelle cela parfois l'électroculture, où l'on crée dans l'hémisphère nord des spirales de cuivre en sens anti-horaire au sommet d'un bâton aussi haut que possible. Le mien ne fait pas plus de 3 mètres, soit environ 12 pieds, et on l'enfonce dans le sol sur environ 30 centimètres, soit 1 pied. Il y a potentiellement plus de choses à faire, mais c'est un résumé rapide. C'est quelque chose de très accessible. Il suffit d'acheter un fil de cuivre de la bonne longueur et un bâton pour l'attacher. Cela capte l'énergie libre en hauteur qu'on peut diriger vers le sol. On peut aussi créer une petite spirale de cuivre à placer dans des pots ou des plates-bandes. Je pense qu'il faut l'enfoncer suffisamment pour qu'il reste en contact avec l'humidité la plupart du temps. Rendre l'eau plus puissante est vraiment quelque chose qui en vaut la peine parce que l'eau est fondamentale pour tout. Et j'utilise des dispositifs magnétiques sur le tuyau d'arrosage et la conduite entrant chez moi. Depuis que j'ai commencé à faire ça, ça adoucit aussi l'eau. Donc ça fait beaucoup de choses. Mais ces dispositifs magnétiques, ça sont tellement simples. Ils coûtent moins de 50 ou 60 livres, demandent un peu d'entretien et durent toute la vie. Ils s'installent en un instant. Oui, pour moi, ils remplissent toutes ces cases parfaitement et les avantages que j'y vois valent largement le coup. Dans notre serre-tunnel, il ne pleut jamais, donc toute l'eau provient du traitement magnétique. Depuis l'installation des dispositifs, la croissance a été particulièrement forte. Il s'agit de placer 5 bâtons autour de votre propriété à n'importe quel moment de l'année. En fait, si vous pouvez le faire pendant des périodes de forte énergie comme le solstice d'été, c'est bien. Ce que vous faites avec cela, c'est créer un champ d'énergie à l'intérieur des 5 bâtons. Donc ici, je marque sur une carte 5 points autour des ménagères et je place le bâton 1, le bâton 2, le bâton 3, le bâton 4, le bâton 5, puis je touche le bâton 1 et cela crée le champ d'énergie. Ce qui donne vraiment de la valeur, c'est votre intention. C'est l'une des choses que j'entends par énergie, c'est notre propre pouvoir, le canaliser d'une manière qui l'apporte à notre sol et à nos plantes. Nous sommes en quelque sorte des canaux nous-mêmes, vous savez. Nous sommes des unités d'électroculture, on pourrait dire. Ne vous sous-estimez pas ni ce que vous pouvez apporter à votre culture. Avant, on disait peut-être avoir la main verte. C'est ce que je ressens. Donc, les 5 bâtons sont une façon d'amplifier cela et de l'ancrer dans la terre de manière vraiment forte et positive. Les bâtons peuvent être de tout type. J'utilise du bambou car il est plus facile à planter, surtout si le sol est sec ou dur. Ce peut être n'importe quel bâton trouvé dans la haie. Je vous conseille de les enfoncer de 20 à 30 cm, soit 8 à 12 pouces. Encore une fois, pour qu'ils aillent bien dans l'humidité du sol. Je sens le champ d'énergie ici, mais c'est difficile à préciser. J'ai juste une sensation dans l'estomac. Et beaucoup de gens qui viennent ici disent « Wow, mon Dieu, il y a vraiment quelque chose de spécial ici. » Vous voyez, ils ne savent pas exactement ce qu'ils veulent dire. C'est juste une bonne sensation. Mais je sens que les plantes le ressentent vraiment. Donc, les intentions que vous ressentez quand vous faites cela, comme une forte croissance, l'abondance, une santé et une vigueur fantastique, la fertilité et tout ce que vous souhaitez de positif qui va aider le sol et les plantes. Une question de Steph Gardner sur Instagram. Je suis un adepte du non-bêchage. Quels sont les 3 meilleurs conseils que je pourrais donner à mes camarades de jardin pour les convaincre d'essayer eux-mêmes? L'essentiel, ce sont les mauvaises herbes. Quand on passe au non-bêchage, la première année, c'est un travail difficile de pailler les mauvaises herbes existantes, car souvent, les parcelles de jardin n'ont pas été bien entretenues et le sol a été trop cultivé. Les mauvaises herbes ont été laissées pour monter en graines et pousser, et vous héritez d'une masse de mauvaises herbes. En bêchant ou en retournant la terre pour les arracher, vous favorisez la croissance des mauvaises herbes. Donc vous avez presque autant de mauvaises herbes qu'avant, et c'est comme un cercle sans fin. Donc, avec la méthode sans bêchage, vous faites ce paillage initial où vous couvrez et enlevez la repousse. Par exemple ici, j'ai commencé il y a 4 ans et il y avait plein de liserons, de renoncules, de pissenlits, de chiens-dents. Et regardez maintenant, c'est vraiment débarrassé des mauvaises herbes. Nous avons récemment planté ces 2 plates-bandes avec des poireaux et de la chicorée il y a 10 jours.
Et je vois environ 3 mauvaises herbes jusqu'à présent dans ces plates-bandes parce que nous créons une surface très stable avec peu de graines de mauvaises herbes. Pour moi, ça doit être le numéro 1. Découvrez la méthode sans labour et montrez-leur comment obtenir une belle surface sans mauvaises herbes, un vrai gain de temps. Le jardinage repose surtout sur une bonne gestion du temps pour cultiver plus. Et cela rejoint la deuxième raison d'adopter la méthode sans labour. Améliorer la santé de votre sol afin de rencontrer moins de problèmes comme le pied fourchu ou la pourriture blanche de l'oignon, qui sont des maladies du sol dévastatrices. Une fois qu'elles sont présentes dans le sol, il est très difficile de s'en débarrasser. C'est la vision classique. Mais la méthode sans labour m'a valu d'excellents retours de jardiniers ayant récupéré des parcelles malades. Un homme a affirmé que la pourriture blanche avait disparu en 3 ans grâce à beaucoup de compost. C'est parce que le sol s'est tellement appauvri au fil des ans. Il faut beaucoup de compost, pas seulement en culture sans labour. Ici, nous parlons de bien cultiver et de produire d'excellents légumes. Et on a simplement oublié qu'il faut cette quantité de matière organique, ou au moins une petite quantité chaque année. Si vous ne le faites pas pendant 10 ans, il en faut davantage. Commencez donc avec une bonne quantité et améliorez la santé du sol. Troisième point lié, faites davantage de compost. Et c'est plus facile à dire qu'à faire, car tout le monde n'a pas assez de matière pour faire beaucoup de compost. Donc, il faut devenir un récupérateur, chercher les déchets des autres et ne pas avoir peur de composter les mauvaises herbes. Regardez plusieurs de mes vidéos, j'explique comment cela peut fonctionner. Tout ne dépend pas de la chaleur. Vous n'avez besoin de chaleur que pour tuer les graines de mauvaises herbes. Pour une combustion lente, pas celle du compost, vous pouvez ajouter des racines de liseron, de chien-dent et d'autres. Elles se décomposeront. Elles ne sont pas invincibles, elles périssent. Tapissez l'intérieur de vos composts avec du carton. Je conseillerais un tas de palettes réalisables gratuitement, mais il faut beaucoup de matière pour remplir une palette. Elle mesure près de 1,1 mètre de côté, soit moins de 1,2 mètres carrés. Il y a aussi des bacs coniques en plastique que je pense sous-estimer. Nous produisons un excellent compost et vous pouvez utiliser un outil d'aération comme un tire-bouchon. Ne commencez pas trop grand si vous débutez le compost. Prenez un petit bac à remplir vite pour ressentir la satisfaction d'avoir accompli quelque chose. Mais renseignez-vous davantage à ce sujet. J'ai également écrit un livre à ce propos. Mais ce sont le genre de choses que je les encouragerais à examiner sans scepticisme. Je pense qu'on nous a donné de mauvaises informations pendant très longtemps. C'est profondément ancré dans la psyché de chacun et il faut un certain temps pour changer cela. Sur mon site web, il y a un bel outil appelé la carte mondiale du non-travail du sol. En regardant, vous verrez des gens du monde entier pratiquer le non-travail du sol. Demandez à Anna de vous inscrire sur la carte. Et ensuite, vous pourriez voir des personnes près de chez vous avec qui vous pourriez discuter et ainsi créer un sentiment de communauté autour de cela. Une autre façon simple d'améliorer la santé du sol est d'utiliser du paillis de bois gratuit. Si vous le laissez assez longtemps, il commence à se transformer en compost ou du moins à se décomposer et à devenir une source fantastique de nourriture pour les microbes du sol. J'en mets sur tous mes chemins chaque année. Et ce n'est pas seulement pour étouffer les mauvaises herbes. En fait, il s'agit bien plus de nourrir la vie du sol, parce que, surtout si vous avez un système comme celui-ci, où il n'y a pas de bordures aux planches, les légumes dans les planches, à mesure qu'ils grandissent, peuvent étendre leurs racines dans les allées. Les allées sont une autre façon d'améliorer la santé du sol. Christiansen sur Instagram a posé cette question vraiment intéressante. Il dit « Charles Dowding, pourriez-vous expliquer comment la vie du sol rend réellement les nutriments du compost disponibles pour les plantes dans un système sans labour? Que se passe-t-il sous la surface après l'application du compost et comment les microbes, les champignons et les racines travaillent-ils ensemble pour nourrir les plantes sans labourer ?» Je trouve ça fascinant parce que, comme pour beaucoup de questions, il y a pas mal d'hypothèses intégrées dans la question. Comment tout cela nourrit-il les plantes sans labourer? C'est un peu comme si on supposait que le fait de creuser aide d'une certaine manière les plantes à se nourrir. Eh bien, c'est comme ça que je le comprends en tout cas. Et évidemment, en réalité, ce n'est pas du tout le cas. Parce que si on regarde les choses dans l'autre sens, ce que fait le fait de creuser, c'est que ça casse les réseaux déjà existants dans le sol. Ces réseaux existants incluent le réseau mycélien, les champignons et leurs filaments. Je les vois comme des systèmes racinaires déjà là.
Avec la culture sans labour, le sol n'étant pas perturbé, il ne s'agit pas seulement de compost, bien que celui-ci soit très utile. Le sol non perturbé permet aux racines de le pénétrer, car son absence de perturbation l'empêche d'être dur et compacté. Le sol est assez aéré pour que les racines y pénètrent et s'associent au réseau mycélien. C'est un échange mutuel de bénéfices, une symbiose pour les deux parties. Donc les plantes font la photosynthèse, captent le carbone et celui-ci ressort sous forme d'exsudat, de sécrétions racinaires, de composés carbonés, de sucre, et c'est la nourriture du réseau du sol. Ils obtiennent de la nourriture et en échange cherchent nutriments et humidité qu'ils apportent aux poils absorbants des racines. Et on obtient des colonies. Le travail au microscope nous permet de voir cela, pas moi littéralement, je n'ai malheureusement pas le temps pour ça, mais beaucoup de gens sont venus ici et ont travaillé sur mon sol, et les photos qu'ils obtiennent révèlent ce genre de choses. Donc il y a cet échange, le réseau fongique et les plantes sont nourris. Et les nutriments, c'est bien plus que de simples engrais que l'on trouve dans un sachet. Ce sont des composés organiques complexes, comme Yves Balfour l'avait souligné il y a des décennies. Et j'ai toujours ressenti cela moi-même, et la recherche commence de plus en plus à adopter ce point de vue. Il y a tant de choses que nous ne comprenons pas vraiment. Donc ce que je dis maintenant, je pourrais le dire différemment dans quelques années, je le ferai probablement, mais c'est la meilleure compréhension que j'ai pour l'instant. Une découverte récente concerne les bactéries. Apparemment, elles ont une façon d'assimiler les nutriments autour de leur extérieur et les racines des plantes peuvent leur retirer ces nutriments en échange de la nourriture que les plantes donnent aux bactéries. C'est un processus appelé rhizophagie, découvert par le professeur James White il y a seulement 15 ans. Imaginez ce qu'il reste encore à découvrir. Fascinant, tant de possibilités. Et l'autre aspect, ce qui se passe après avoir répandu du compost et la façon dont les plantes se nourrissent implique la grande faune du sol comme les vers de terre à 1000 pattes, scolopendres et de nombreux organismes qui circulent et se nourrissent de microbes et des éléments du compost s'alimentant mutuellement. Les vers de terre transportent le compost en profondeur. Et donc, ce que vous faites avec le compost de surface sur un sol non perturbé, c'est que vous permettez à la vie du sol, à cette faune, aux éléments mobiles que nous pouvons voir, de réellement faire son travail. Et cela crée ce sol très sain. Et une population du sol en hausse. Vous savez, la biologie, la vie dans le sol, tout cela travaille dans la bonne direction pour nous, pour les plantes. Vous savez, c'est ce qu'elles veulent faire, c'est ce qu'elles font. Et donc, moins on les dérange, mieux c'est. Et cela est lié au compost en surface, qui accélère le processus plus que tout. Si vous n'utilisiez aucun compost, tout cela pourrait quand même se produire. Mais pour cultiver des légumes comme ces tomates ici, nous avons simplement une récolte incroyable, une telle abondance sans aucun apport ni engrais. Le compost de surface ajouté en mai n'est pas la seule source de nutrition pour ces plantes. Le sol était déjà fertile. Et pour la plupart d'entre vous, ce sera le cas. Le compost, il aide simplement à nourrir le réseau qui permet aux nutriments et à la nourriture déjà présents dans le sol d'être plus accessibles aux racines des plantes ainsi qu'à l'humidité. C'est donc gagnant-gagnant, ajoutez-vous. J'ai commencé à cultiver cette serre tunnel il y a 13 ans, à partir d'une prairie d'herbes et de mauvaises herbes. Et je dirais que le sol s'améliore constamment. Et à cette extrémité, je cultive des tomates une année sur deux. Donc, sur 13 ans, des tomates ont été cultivées 7 ans dans ce sol. Je n'y vois aucun problème. Le sol reste sain et riche en nourriture grâce à la méthode sans labour.